Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au cœur de l'Assemblée nationale. Vous ouvrez les portes de l'institution pour mieux comprendre l'activité parlementaire. La session ordinaire 2020 s'achève le jeudi 31 décembre 2020. À quoi les députés se sont-ils attelés au cours de cette session ordinaire qui s'achève? La réponse avec les commissions permanentes que nous avons rencontrées. Il y en a 6 à l'Assemblée nationale, mais nous en rencontrons aujourd'hui 3. La CASC, la CRE et la KEF. Et avec moi sur le plateau, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Alain Akapo-Adra. Bienvenue, Monsieur le secrétaire général. Bonjour Carmen. Merci de vous rendre disponible pour nos téléspectateurs. C'est moi. Alors ensemble, nous allons faire un petit tour d'horizon pour le rappel des lois qui ont été votées au cours de cette session 2020 qui s'achève. Mais avant, un peu de vocabulaire parlementaire. Oui. Ça se dit le vocabulaire parlementaire? Ça se dit effectivement vocabulaire parlementaire parce que le langage parlementaire, il est différent du langage ordinaire. Nous avons des expressions qui sont propres au travail parlementaire, qui sont propres à la législature, qui sont propres à la façon dont nous fonctionnons. Et donc, on peut valablement dire vocabulaire parlementaire. Eh bien, c'est parti pour les définitions. Qu'est-ce qu'une année législative? Qu'est-ce qu'une législature? Qu'est-ce qu'une session? Alors, une législature, c'est le temps que dure le mandat du parlementaire. Donc, la Constitution prescrit que ce mandat-là, il dure 5 années. Ces 5 années, donc, sont forcément séquencées par année. Et au cours d'une année civile, les députés seront amenés à avoir des moments de travail. Donc, ces moments de travail, on les appelle des sessions. Donc, il y a une session qui est ordinaire, qui est prescrite forcément pour chaque année. C'est-à-dire qu'à partir du premier jour ouvrable du mois d'avril et jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de décembre, les députés seront amenés à examiner les lois et à faire le travail pour lequel ils ont été élus. Donc, on parlera de session ordinaire. Après donc, le dernier jour ouvrable du mois de décembre, nous allons tomber dans ce que nous appelons l'intercession, c'est-à-dire le moment qui se situe entre deux sessions et que nous appelons communément les vacances parlementaires. Durant ces vacances parlementaires, s'il se trouve que des urgences se font jour, le président de la République ou une certaine majorité des députés peut convoquer les députés pour venir examiner ces urgences. On parlera alors de session extraordinaire. Donc, dans l'année législative, nous avons obligatoirement une session ordinaire et éventuellement des sessions extraordinaires. Alors, lorsqu'on parle de législature, y a-t-il un dispositif légal pour son ouverture et sa clôture? Oui, lorsqu'on parle de législature, il y a la Constitution qui détermine le moment où commence la législature. Donc, la législature commence avec l'élection des députés et puis s'achève à la fin de la dernière session de la dernière année du mandat. La session 2020 est en cours d'achèvement. Qu'en est-il de la législature qui a commencé en 2016? Alors, pour ce qui concerne la législature qui a commencé en 2016, la Constitution prévoyait, sinon prévoit qu'elle s'achève en 2020, c'est-à-dire à la dernière session de l'année 2020. Mais il se trouve que par l'effet d'un article de la Constitution qui a été révisé, il a été instauré ce que nous appelons la continuité législative. Et cette continuité législative prescrit que si les élections législatives n'ont pas pu se tenir à bonne date, le Parlement qui est en place demeure en fonction jusqu'à la tenue des prochaines élections. Nous attendons que les prochaines dates des législatives soient fixées et donc en attendant, le Parlement demeure en place, aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat. Alors nous poursuivons avec les définitions. Qu'est-ce qu'une commission permanente? Alors, le règlement de l'Assemblée nationale prescrit qu'aucune affaire ne peut être soumise à la plénière des députés si elle n'a été examinée par une commission. Alors, une commission permanente, c'est donc un organe de l'Assemblée nationale qui a pour vocation d'étudier donc toutes les affaires qui sont soumises à l'Assemblée nationale avant que la plénière ne s'en saisisse. Donc, ce sont donc des commissions techniques où sont affectés des députés selon leur profil, j'ai envie de dire, socio-professionnel, et qui examinent toutes les questions pour permettre à la plénière, disons, de décider d'adopter les textes en bonne connaissance de cause. Alors, belle transition pour parler des travaux des commissions. Au cours de cette émission, nous allons rencontrer 3 commissions permanentes
la CRE, la CASC et la KUF. Nous commençons avec le premier. Monsieur le député Kwasi Nguessan Alfred, président de la Commission des relations extérieures, la CRE. Dites-nous, quels sont les projets ou propositions de loi pour lesquels votre commission est compétente? La Commission des relations extérieures a une mission transversale. Nous embrassons les relations interparlementaires, les affaires étrangères, la coopération internationale, les conférences internationales et la coopération militaire internationale. Monsieur le Président, votre commission a participé en janvier dernier à la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Quel sens donnez-vous à cette journée? Effectivement, le Conseil national des droits de l'homme nous a fait l'honneur, comme chaque année, de nous inviter à cette journée de souvenir de l'Holocauste. Cet événement qui a marqué les esprits depuis la Deuxième Guerre mondiale. À l'issue de cette journée, ce qui a été décidé, et d'ailleurs c'est dans le cas de l'ONU, c'est que tous les ans, tous les 27 janvier, nous puissions nous retrouver justement dans ce cadre formel de l'ONU pour pouvoir, n'est-ce pas, nous souvenir de l'Holocauste et nous mettre en rang serré, en rang de bataille pour combattre ce phénomène. Monsieur le Président, votre commission a participé à un séminaire qui porte sur la législation ivoirienne relative à l'antiterrorisme. Quels sont les enjeux de ces assises? Il était question de voir si notre législation est adaptée aujourd'hui à la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur, qui avance. La Côte d'Ivoire a connu aussi ces attaques avec cette situation que nous avons connue à Bassam. Et donc à cette occasion, il s'était agi de voir si le dispositif légal actuel en matière de droit pénal et de code de procédure pénale est adapté à, disons, à la situation actuelle avec l'avancée du terrorisme. Et je pense que dans les années à venir, ou du moins à partir même de l'année prochaine, nous devons pouvoir prendre des lois dans ce sens-là pour nous adapter, être en adéquation avec la situation actuelle. Alors les recommandations qui ont été faites, justement, vont nous permettre aujourd'hui, de manière spéciale, prendre en compte cet aspect nouveau qu'est le terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon globale des activités de la Commission des relations extérieures? Nous n'avons pas été épargnés par la pandémie de la Covid-19. Donc en matière législative, nous avons eu beaucoup de difficultés à faire le programme qui nous a été proposé par l'Assemblée nationale. Nous avons pris 20 projets de loi de ratification. En matière sociale, par exemple, nous avons pu prendre des lois pour protéger ces personnes vulnérables, les personnes atteintes du VIH-Sida, ces personnes qui seront des déficients en matière de visibilité, ces personnes qui ont des problèmes au niveau de leur travail. Donc, en matière de sécurité sociale, en matière de personnes handicapées, nous avons pris des projets de loi importants, quatre projets de loi très importants. En matière, par exemple, économique, nous avons donné l'accord au président de la République de ratifier un droit d'établissement pour African Finance Corporation, qui est une grande structure régionale qui finance les projets, qui a restructuré la dette de la CIR et qui est en train de nous aider à construire le deuxième barrage du côté de Tahabo, entre Saint-Grobo et Awati. Et en matière d'assurance, par exemple, aujourd'hui, avec la CEDEAO, nous sommes en conformité, puisque nous sommes en mesure, aujourd'hui, avec la ratification qui a été donnée, d'être couverts par une assurance, disons, de responsabilité civile, lorsque nous nous retrouvons sur le territoire de la CEDEAO. Une assurance unique pour tous les ressortissants de la CEDEAO. Ce sont en matière, disons, d'activités normatives, mais il y a des activités non normatives. Nous incarnons la diplomatie parlementaire aux côtés du président de l'Assemblée nationale, ici même à l'Assemblée. Donc nous avons un contact direct avec tous les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Nous les avons reçus ici, dans le cadre de la diplomatie parlementaire dont j'ai parlé tantôt. Et nous avons pu, enfin,
faire partir 4 femmes en Inde dans le cadre de cette coopération avec l'Inde. Et ces femmes sont parties pour 5 mois. Lorsqu'elles sont revenues à une formation de haut niveau, des femmes semi-lettrées qui aujourd'hui peuvent vous installer l'énergie solaire vraiment comme si elles avaient fait de l'ingénierie dans cette matière-là. Monsieur le secrétaire général, un commentaire sur cette commission? Oui, cette commission, la commission des relations extérieures, est celle-là qui, avec les organisations interparlementaires, les assemblées interparlementaires, conduit la diplomatie parlementaire de l'Assemblée nationale. Le président l'a dit, pour cette année, ils n'ont pas eu de nombreux tests à examiner, mais nous avons pu constater qu'ils ont participé à de nombreux séminaires où ils ont fait valoir la position de l'Assemblée nationale sur les grandes questions qui préoccupent le monde. Dites-nous comment se fait la coordination des travaux entre les commissions permanentes et les groupes parlementaires. Ça va vous amener à définir d'abord ce que c'est qu'un groupe parlementaire. Oui, tout à fait. Alors, un groupe parlementaire, c'est un groupe de députés qui se constitue par affinité politique et donc qui est amené à faire peser la philosophie ou l'idéologie du groupe auquel il est adossé sur le travail parlementaire. C'est cela donc un groupe parlementaire. Et donc en matière de coordination entre ces groupes et les commissions, cela se fait déjà au niveau de la conférence des présidents, qui est l'organe de l'Assemblée nationale qui fait le programme. Alors à cette conférence des présidents participent aussi bien les présidents de groupe que les présidents de commission. De sorte que déjà à ce moment de l'établissement du calendrier, les groupes parlementaires sont informés des tests qui seront soumis aux différentes commissions et donc déjà ils peuvent commencer à préparer le positionnement de leur groupe, donc de leur parti politique parfois, par rapport aux tests qui seront examinés au cours de la session. On y va à présent avec une autre commission, Oui. La commission des affaires sociales et culturelles. Nati Meya a rencontré la secrétaire de cette commission, la députée Nassalatou Diaby. Dites-moi, madame la députée, sur quel texte de loi légifère votre commission? Je vous remercie, madame, de vous intéresser à cette belle commission qui est la commission des affaires sociales et culturelles qui intervient dans plusieurs domaines tels que l'éducation, la jeunesse et le sport, loisirs, la santé publique, la fonction publique, travail et affaires sociales, la consommation et la promotion du genre, tel que l'indique l'article 14 de notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est notre boussole. Au cours de l'année, votre commission a travaillé sur un texte de loi, le Code de santé publique vétérinaire. Tout à fait. Que prévoit ce texte? Ce texte vient à point nommé parce qu'il vient créer des conditions de vie et de travail pour nos médecins vétérinaires, afin que nos animaux soient bien soignés, que les éleveurs soient rassurés, ainsi que la population. Parce que si ces animaux ne sont pas bien traités, ça aura certainement des impacts sur la santé de la population. Ce texte de loi prévoit plusieurs nouvelles dispositions telles que la prévention, le contrôle, l'éradication, l'indemnisation des éleveurs en cas d'abattage sanitaire, le bien-être animal et le financement de la lutte contre les maladies animales. Avec ce texte, les éleveurs sont à l'abri parce qu'en cas de maladie, ils ne pourront plus cacher les animaux. Ils vont déclarer puisqu'ils savent qu'ils vont être indemnisés. Or, dans l'ancien texte, ça n'existait pas. Et maintenant, le financement est approfondi par rapport à la lutte contre les maladies animales. Votre dernier regard sur les activités de votre commission? La commission des affaires sociales et culturelles mène deux types d'activités. D'abord, elle a l'écoute des populations, elle les oriente, elle les assiste parce que c'est des populations en situation difficile qui viennent vers nous pour une meilleure orientation. D'où votre volet social? D'où le volet social. Dans ce cadre, nous avons reçu le 29 juin une délégation des médecins vétérinaires avant même de recevoir le projet de loi pour savoir de quoi ce projet de loi allait
nous parler pour que, à la réception, nous sachions de quoi nous parlons. Donc nous avons eu une séance de travail avec ces vétérinaires et nous avons eu des échanges et on a été vraiment bien outillés pour la réception de ce projet de loi. Et le 24 septembre, nous avons également reçu une délégation du laboratoire Roche. Et le 16 juin, nous avons été représentés à la Journée internationale des travailleurs et travailleuses domestiques. Il était de notre devoir d'être à cette journée internationale parce que ces travailleurs et ces travailleuses domestiques tiennent nos maisons pendant nos absences. Tout à fait. Et c'est un devoir de les accompagner et de les assister dans l'intérêt de tout le monde. Monsieur le secrétaire général, quel commentaire? Alors, la commission des affaires sociales et culturelles est une commission d'importance parce qu'elle travaille sur des préoccupations, sur des thématiques qui sont liées à la vie au quotidien des populations. Et vous avez pu voir que cette commission a examiné au nombre de ces tests, le test relatif à la santé publique vétérinaire. Et la santé publique vétérinaire concerne l'alimentation des populations. Et donc, c'est cette commission-là qui va nous permettre non seulement quand je dis nous permettre, c'est permettre à l'Assemblée nationale de toucher au quotidien des populations. L'une des missions de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Tout à fait. Quel est le mécanisme? Comment cela s'opère-t-il? Pour faire ce contrôle, l'Assemblée nationale dispose d'un certain nombre d'outils qui sont les questions écrites, donc ce sont des questions qui sont adressées au président de la République, les questions orales. La question orale, elle a deux variantes. Elle peut se faire sans débat ou se faire avec débat. La commission d'enquête, la mission d'information, la séance d'information. Donc, autant d'outils qui sont mis à la disposition des parlementaires pour pouvoir contrôler le travail qui est fait par l'exécutif. Soulignons que ce travail qui est fait par l'exécutif, il se fait sur la base des lois qui sont votées par l'Assemblée nationale. Monsieur le secrétaire général, dernière commission à visiter aujourd'hui, la KEF, la Commission des affaires économiques et financières. Timité Ali Baba a rencontré le député Konaté Vassiliki, membre de cette commission. Concernant votre commission, quels sont les projets de loi ou propositions de loi pour lesquels vous êtes compétent? Notre commission est compétente pour tout ce qui concerne le transport, l'industrie, les mines, l'économie et les finances, la douane, les impôts, le trésor, et vraiment tout ce qui embrasse le champ économique conformément à l'article 14 de notre règlement. Une fois que nous sommes saisis d'un projet, la commission se réunit avec un président, un vice-président, un rapporteur général, 2 secrétaires. Et lorsque nous siégeons sur un projet de loi, en commission, c'est toujours en présence d'un représentant du président de la République. Tout à fait. On lui donne tout de suite la parole pour qu'il évoque l'exposé des motifs pour lesquels le projet de loi vient devant nous. Tout à fait. Il donne toute la substance qu'il faut. Ensuite, on passe la parole aux différents groupes parlementaires pour que les groupes parlementaires puissent se prononcer sur l'exposé des motifs. Et après les groupes parlementaires, le ministre répond donc aux différentes préoccupations qui sont formulées. Ensuite, la parole est passée à chacun des députés qui souhaite prendre la parole. Lorsque ce débat est épuisé, on valide simplement et on passe à la deuxième étape, le dispositif légal. Tout à fait. Et lorsqu'on entend dans le dispositif légal, c'est article par article. On les valide et après on vote l'ensemble du texte. C'est soumis aux membres exclusivement de la commission. Tous les autres députés peuvent assister, mais seulement les membres de la commission des affaires économiques et financières qui peuvent voter. Je voudrais maintenant vous inviter à un bref tour d'horizon du travail que votre commission a abattu le long de cette année législative 2020 qui s'achève. Notre commission a eu fort à faire. Sur les 49 projets de loi qui ont été soumis à l'Assemblée nationale, 30 sont passés devant la commission des affaires économiques et financières. Ah bon? Dans différents domaines. Les mines, le transport, ça concernait tout. Mais les projets qui ont retenu notre attention de façon particulière, c'est ce qui concerne les mines. Les mines parce qu'on constate beaucoup de choses dans ce domaine et il était bon pour nous de mieux comprendre, de mieux apprécier l'environnement dans lequel cette activité se déroule et d'apporter un peu de conseils et appui au gouvernement pour l'orientation et pour le bonheur des populations.
quels sont les éléments que vous regardez pour accorder ou refuser ce budget à l'État? Notre commission, qui a une lourde responsabilité en ce qui concerne le budget, nous regardons les critères de convergence. Les traités qui sont signés avec notre pays, avec des pays extérieurs ou au sein de notre espace communautaire. Nous voyons donc ces critères de convergence pour voir si ce budget est en phase avec ça. Nous regardons également les ressources, la disponibilité des ressources. Nous regardons également l'annexe fiscale pour voir si l'imposition qui sera faite pour avoir ces ressources-là ne sera pas une trop grande pression pour les populations. Donc, nous regardons l'ensemble de ces indicateurs et nous regardons aussi notre perception nous-mêmes. Est-ce que ce qui est indiqué là, c'est ce que nous voyons? Est-ce que c'est ce que nous entendons? Et nous essayons de clarifier tout ça et puis nous prenons une décision. Avez-vous le sentiment d'avoir travaillé seulement et uniquement dans l'intérêt supérieur des populations? Merci beaucoup. Nous sommes les députés et chaque député est un représentant de la nation entière en vertu de l'article 96 de notre Constitution. C'est pour le peuple que nous venons ici. C'est le peuple que nous représentons ici. Notre devoir, c'est de faire le maximum pour le peuple et rester en cohérence avec la politique définie par le président de la République. Monsieur le secrétaire général, dites-nous, c'est cette commission qui accorde les moyens à l'État de déployer son programme gouvernemental. C'est effectivement cette commission qui accorde, donc vous l'avez dit, au gouvernement les moyens, les ressources financières pour déployer son action au bénéfice des populations. Et cette commission, en tout cas dans la dernière partie de la session ordinaire, a montré de son importance puisque cette commission a d'abord été amenée à examiner la loi de règlement qui fait la reddition des comptes de l'année passée 2019, mais elle a aussi été amenée à examiner la loi de finances rectificative puisque avec la crise de la Covid-19, il y a beaucoup d'ajustements qui ont dû être faits au niveau des ressources de l'État, au niveau des finances de l'État pour tenir les leviers de l'État durant cette pandémie-là. Mais cette commission a aussi, et c'est cela qui est essentiel à affirmer, est celle-là qui a examiné le projet de budget pour l'année 2021. Et 2 semaines durant, nous avons pu voir tous les ministres du gouvernement défiler devant cette commission-là pour chacun présenter les projets, les programmes qui sont inscrits à son action pour l'année prochaine. Et donc, cette commission-là a finalement adopté un budget qui tourne autour de 8 400 milliards. Donc 8 400 milliards qui seront mis à la disposition des différents ministres, des différents programmes pour que l'action sociale du gouvernement puisse être menée à bon terme et surtout au profit des populations. Dernière articulation de notre magazine de ce jour, l'agenda du président de l'Assemblée nationale. Outre l'activité parlementaire au sein de l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale a accordé des audiences pour divers sujets politiques, économiques, sociaux, etc. Il a également effectué des missions à l'étranger, missions de bons offices, médiation hautement politique, diplomatie parlementaire, etc. Et cette récente audience accordée au ministre de la Réconciliation nationale, M. Konan Kwadio-Bertin, au lendemain de sa nomination, a rencontré M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale. Monsieur le secrétaire général, faut-il y voir une symbolique particulière? Il faut certainement y voir une symbolique particulière parce que, ainsi que vous le savez, l'Assemblée nationale, c'est le réceptacle de tous les courants politiques, tous les courants différenciés qui parcourent le pays. Nous avons ici beaucoup de groupes parlementaires qui chacun représente une obédience particulière. Mais malgré cette différence, malgré cette conglomération de différences, l'Assemblée nationale arrive à constituer un corps unique pour voter les lois au profit des populations. Et je pense que l'Assemblée nationale est déjà dans sa composition, est déjà dans la façon dont elle travaille, je veux dire, un élément qui profile la réconciliation qui se dessine. Et donc, en venant rencontrer le président de l'Assemblée nationale, le nouveau ministre de la Réconciliation pose un acte qui, au-delà du symbolique, devient une action, peut-être même sa première action, dans le sens de la réconciliation qui est espérée par tous les Ivoiriens. Et toujours à l'agenda du président de l'Assemblée nationale, ce discours bilan très attendu, prévu pour le 29 décembre. Quelle est la particularité de ce discours? Alors, la particularité de ce discours, ça pourrait être
la façon dont l'Assemblée nationale, au cours de cette année 2020, s'est réinventée, la façon dont l'Assemblée nationale s'est repositionnée. Vous savez, avec la crise de la Covid-19, toutes les structures de l'État et même tous les pays du monde ont dû revoir à la baisse toutes leurs prestations. Mais dans ce contexte difficile-là, l'Assemblée nationale a su rester debout, a su rester à l'œuvre. Et son activité, même si elle a légèrement baissé, ne s'est pas arrêtée. Et je pense que c'est toutes les actions qui ont été menées durant toute cette année, aussi bien en termes de production de lois que de contrôle de l'action gouvernementale, que le président va présenter aux populations pour leur montrer que malgré les difficultés, leurs députés et leurs présidents restent à leur côté pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci, Caroline. Merci d'être venu nous éclairer. Eh bien, c'est ici que s'achève notre émission. Le prochain magazine fera un focus sur les 3 autres commissions permanentes, la Commission des affaires générales et institutionnelles, la Commission sécurité et défense et la Commission chargée de la recherche, de la science, de l'environnement et de la technologie. Comme vous voyez, mesdames et messieurs, la vie parlementaire n'est pas de tout repos. Je vous souhaite une excellente année et 2021, paix, santé et bonheur infini. Rendez-vous dans un mois.